Lorsque l'on pense aux empereurs romains, on imagine généralement une vie faite de richesse, de luxe et d'autorité absolue. Dans l'imaginaire collectif, l'empereur romain représente le sommet du pouvoir dans le monde antique. Un homme capable de commander des armées immenses, de contrôler des provinces lointaines et de décider du destin de millions de personnes. À son apogée, l'Empire romain s'étend de la Bretagne jusqu'aux frontières de la Mésopotamie. C'est l'un des plus vastes ensembles politiques que le monde antique ait jamais connu. Et au sommet de cet empire se trouve un seul homme, l'empereur. Mais derrière cette image de puissance absolue se cache une réalité beaucoup plus sombre, car être empereur romain était en réalité l'une des positions les plus dangereuses du monde antique. Les historiens estiment en effet qu'environ 62% des empereurs romains sont morts de manière violente, assassinés par leurs gardes, renversés par des généraux, exécutés après une révolte, ou bien forcés de se suicider. Autrement dit, devenir empereur romain revenait souvent à accepter une vie entourée de complots, de suspicions et de menaces constantes. Et pour comprendre pourquoi ce pouvoir était si dangereux, il faut remonter aux origines mêmes de la culture politique romaine, à une époque où les Romains avaient une méfiance profonde envers une chose en particulier, les rois. Les Romains détestaient les rois. Pour comprendre pourquoi la fonction d'empereur romain était si dangereuse, il faut d'abord comprendre un élément fondamental de la culture politique romaine. Les Romains détestaient profondément l'idée de monarchie. Cette haine des rois ne vient pas d'une théorie politique abstraite, elle est enracinée dans un traumatisme historique qui remonte aux origines mêmes de Rome. Avant de devenir une république, puis un empire, Rome était en effet une monarchie. Selon la tradition antique, la ville aurait été fondée au 8e siècle avant notre ère par Romulus, personnage semi-légendaire qui aurait établi les premières institutions politiques de la cité. Les premiers dirigeants de Rome sont donc des rois. Mais contrairement à beaucoup de monarchies antiques, le pouvoir royal romain n'est pas censé être strictement héréditaire. En effet, lorsqu'un roi meurt, le Sénat, qui existe déjà à cette époque, bien qu'il ait encore un rôle limité, propose plusieurs candidats. Une assemblée de citoyens appelée les comiscuriates choisit ensuite le nouveau roi parmi ces candidats. En théorie, ce système doit empêcher la formation d'une dynastie et éviter qu'une seule famille monopolise le pouvoir. Mais dans la pratique, les choses évoluent rapidement. Au fil du temps, certaines familles aristocratiques accumulent davantage d'influence. Les alliances matrimoniales, les clientèles politiques et les rivalités entre grandes familles deviennent progressivement des éléments centraux du pouvoir romain. Le système monarchique commence à être détourné. Certains rois tentent en effet de transmettre le pouvoir à leurs descendants ou à leurs proches. Les intrigues et les rivalités deviennent de plus en plus fréquentes. Cette évolution atteint son point culminant avec le dernier roi de Rome, Lucius Tarquinius Superbus, que l'on appelle en français Tarquin le Superbe. Tarquin arrive au pouvoir dans des circonstances violentes. Selon les récits antiques, il s'empare du trône après l'assassinat du roi précédent, Servius Tullius. Cet assassinat aurait été organisé avec l'aide de sa propre épouse, qui était pourtant la fille du roi. Les sources antiques décrivent Tarquin comme un dirigeant autoritaire et arrogant. Contrairement au roi précédent, il gouverne sans consulter le Sénat et impose ses décisions par la force. Mais ce qui provoque véritablement la chute de la monarchie romaine n'est pas seulement la tyrannie politique, c'est surtout un scandale moral. Selon les historiens antiques, comme Tite-Live, l'événement décisif commence lors d'un banquet aristocratique. Plusieurs jeunes nobles romains discutent de la vertu de leurs épouses. Parmi eux se trouve Sextus Tarquinius, le propre fils du roi. La discussion devient rapidement une compétition. Chacun affirme que sa femme est la plus vertueuse. Pour trancher la question, les hommes décident de se rendre chez elle à l'improviste afin de voir ce qu'elles font réellement. La plupart sont trouvés en train de festoyer ou bien de participer à des banquets. Mais lorsqu'ils arrivent chez Lucrèce, l'épouse du noble Collatinus, la situation est très différente. Lucrèce est chez elle, tard dans la nuit, occupée à filer la laine avec ses servantes. Pour les Romains, cette scène représente l'idéal de la vertu féminine, modestie, travail et fidélité. Sauf que cette réputation attire l'attention de Sextus Tarquinius.
Quelques jours plus tard, il se rend chez Lucrèce sous prétexte d'une visite. Pendant la nuit, il la menace avec une arme et la viole. Le lendemain, Lucrèce fait venir son mari et son père. Elle leur raconte ce qui s'est passé, affirmant qu'elle a été contrainte et qu'elle n'a commis aucune faute. Mais dans la culture romaine, l'honneur familial est une valeur fondamentale. Et malgré les tentatives de sa famille pour la consoler, Lucrèce prend un poignard et se donne la mort. Son suicide provoque une onde de choc dans l'aristocratie romaine. Le crime de Sextus Tarquinius est perçu non seulement comme un scandale personnel, mais comme un symbole de l'abus de pouvoir royal. Un aristocrate nommé Lucius Iunius Brutus prend alors la tête de la révolte. Il appelle les Romains à renverser la monarchie, une insurrection éclate et le roi Tarquin le Superbe est finalement expulsé de Rome, contraint à l'exil. Mais les Romains ne se contentent pas de renverser un roi, ils décident de supprimer la monarchie elle-même. À la place, ils créent un nouveau système politique, la République romaine. Dans ce système, le pouvoir exécutif est confié non pas à un seul homme, mais à 2 magistrats élus chaque année appelés consuls. Chaque consul peut bloquer les décisions de l'autre, ce qui empêche la concentration du pouvoir. Ce système repose sur une idée fondamentale. Aucun homme ne doit jamais posséder un pouvoir comparable à celui des anciens rois. Et c'est cette idée qui va marquer durablement la mentalité politique romaine. Pendant des siècles, les Romains vont considérer qu'un homme qui tente de concentrer trop de pouvoir devient un tyran. Et dans la culture romaine, tuer un tyran n'est pas forcément un crime. Cela peut même être considéré comme un acte de patriotisme. Plusieurs siècles plus tard, cette idée va jouer un rôle central dans l'un des assassinats les plus célèbres de l'histoire, celui de Jules César. La mort de Jules César. Plusieurs siècles après la chute de la monarchie, la République romaine domine une grande partie du monde méditerranéen. Les institutions républicaines existent toujours, le Sénat, les magistratures ou bien encore les assemblées de citoyens. En théorie, le pouvoir reste partagé entre plusieurs institutions, et ce afin d'éviter qu'un seul homme ne devienne trop puissant. Mais au 1er siècle avant notre ère, ce système politique commence à se fissurer. Rome est devenue un empire immense. Elle contrôle désormais l'Espagne, la Gaule, la Grèce, l'Asie mineure, l'Afrique du Nord, ainsi qu'une grande partie du Proche-Orient. Gouverner un territoire aussi vaste devient de plus en plus difficile pour les institutions républicaines traditionnelles. Dans le même temps, les généraux romains acquièrent un pouvoir croissant. Les armées ne sont plus seulement loyales à l'État, elles deviennent souvent loyales à leurs commandants. Et parmi ces commandants, l'un d'eux va devenir particulièrement puissant, Jules César. Après une carrière politique importante, César obtient le commandement de plusieurs légions en Gaule. Pendant près de 10 ans, il mène une série de campagnes militaires qui aboutissent à la conquête d'un immense territoire correspondant aujourd'hui à la France et à la Belgique. Ces victoires lui apportent une immense popularité auprès du peuple romain, mais également de ses soldats. Sauf que ces victoires inquiètent aussi une partie de l'aristocratie sénatoriale. Et c'est ainsi qu'en 49 avant notre ère, la situation politique devient explosive. Le Sénat ordonne à César de renoncer à son commandement militaire et de revenir à Rome comme simple citoyen. César refuse. Il franchit alors un petit fleuve du nord de l'Italie, appelé le Rubicon, avec ses légions. Dans la tradition romaine, ce geste équivaut à une déclaration de guerre contre l'État. Conséquence, une guerre civile éclate, et après plusieurs années de combat, César sort victorieux. Il devient ainsi l'homme le plus puissant de Rome, mais au lieu de restaurer immédiatement les institutions républicaines, il accumule progressivement de plus en plus de pouvoir. Le Sénat lui accorde des honneurs extraordinaires, statuts, titres, pouvoirs exceptionnels, et en 44 avant notre ère, César franchit une étape décisive. Il accepte le titre de dictateur à vie. Pour de nombreux Romains, cette décision est profondément inquiétante. Le mot dictateur n'est pas forcément négatif à Rome. Il désigne à l'origine une magistrature exceptionnelle accordée en période de crise. Mais cette fonction est normalement limitée dans le temps. Or, César devient dictateur sans limite de durée. Et pour certains sénateurs, cela ressemble dangereusement à un retour à la monarchie. Et comme les Romains ont appris depuis des siècles à haïr les rois, l'idée devient insupportable.
Un complot se forme alors au sein même du Sénat. Parmi les conspirateurs se trouve un homme au nom particulièrement symbolique, Marcus Iunius Brutus. Brutus, cet homme que l'on connaît davantage sous le nom de Brutus, est en fait un aristocrate romain respecté, mais son nom possède aussi une signification historique très forte. Il prétend en effet descendre de Lucius Iunius Brutus, l'homme même qui avait renversé la monarchie romaine plusieurs siècles plus tôt. Pour lui et pour d'autres conspirateurs, tuer César n'est pas un crime, c'est un acte destiné à sauver la République. Et c'est ainsi que le 15 mars 44 avant notre ère, une date que les Romains appellent les Ides de Mars, César se rend au Sénat. Il ne se doute pas que plusieurs dizaines de sénateurs ont déjà décidé de le tuer. Lorsque la séance commence, les conspirateurs se rapprochent de lui. L'un d'eux lui saisit la toge, puis les premiers coups de poignard tombent. César est attaqué de toutes parts. Il reçoit 23 coups de couteau. Selon la tradition, lorsqu'il aperçoit Brutus, parmi les conspirateurs, il aurait prononcé les mots célèbres « Tu quoque mi filia », « Toi aussi mon fils ». Même si cette phrase est probablement une reconstruction littéraire, elle symbolise l'idée d'une trahison personnelle. Mais pour les conspirateurs, ce geste n'est pas une trahison, c'est un véritable acte politique. Ils pensent en effet avoir restauré la République. En réalité, ils viennent de déclencher une nouvelle guerre civile, car la mort de César ne met pas fin à la crise politique. Elle ouvre au contraire une période de chaos. Plusieurs factions se disputent le pouvoir, et au terme de ces luttes, un homme va finalement réussir à s'imposer. Il s'appelle Octavien, le fils adoptif de César, et c'est lui qui va transformer définitivement la République romaine en empire. Une monarchie sans roi. Après l'assassinat de Jules César en 44 avant notre ère, les conspirateurs pensent avoir sauvé la République. Mais leur geste déclenche au contraire une nouvelle guerre civile, car le problème fondamental de la République romaine n'a pas disparu. Le système politique est devenu incapable de gérer un empire aussi vaste. Plusieurs factions se disputent le pouvoir. D'un côté se trouvent les assassins de César, menés notamment par Brutus et Cassius. De l'autre côté se forment des alliances entre les partisans de César. Parmi eux se trouve un jeune homme qui va bientôt devenir l'homme le plus puissant de Rome. Il s'appelle Octavien. Octavien est, comme on l'a dit, le fils adoptif de Jules César. Dans son testament, César l'a en effet désigné comme son héritier politique. Au moment de la mort de César, Octavien n'a que 18 ans. Beaucoup de sénateurs le sous-estiment, mais il va rapidement démontrer une habileté politique exceptionnelle. Pendant plusieurs années, Rome est plongée dans une série de conflits qui opposent différentes factions politiques et militaires. Ces luttes aboutissent finalement à la formation d'une alliance appelée le Second Triumvirat. Ce triumvirat est composé de 3 hommes, Octavien, Marc-Antoine et Lépide. Ensemble, ils éliminent leurs ennemis politiques, notamment lors de grandes purges appelées proscriptions, qui entraînent l'exécution de nombreux sénateurs. Parmi les victimes se trouve le célèbre orateur Cicéron. Mais cette alliance ne dure pas longtemps. Très vite, les tensions apparaissent entre Octavien et Marc-Antoine. Marc-Antoine gouverne les provinces orientales de l'Empire et s'allie politiquement et personnellement avec Cléopâtre, la reine d'Égypte. Octavien utilise cette situation pour lancer une campagne de propagande contre lui. Il accuse Marc-Antoine de vouloir transférer le centre du pouvoir romain en Égypte et surtout de se soumettre à une reine étrangère. La rivalité entre les deux hommes aboutit finalement à une confrontation militaire décisive. En effet, en 31 avant notre ère, leurs flottes s'affrontent lors de la bataille d'Actium, au large de la Grèce. Octavien remporte une victoire décisive. Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident peu après. Octavien devient alors l'homme le plus puissant du monde romain, mais il connaît parfaitement l'histoire de Rome. Il sait que les Romains détestent les rois. Jules César lui-même a été assassiné parce que certains sénateurs pensaient qu'il voulait rétablir la monarchie. Octavien doit donc résoudre un problème politique extrêmement délicat. Comment gouverner seul sans jamais apparaître comme un roi ? Sa solution va être d'une grande habileté politique. En 27 avant notre ère, Octavien annonce officiellement qu'il rend tous ses pouvoirs au Sénat et au peuple romain. Ce geste semble marquer la restauration de la République. Mais le Sénat
refuse en réalité de reprendre le pouvoir. Au contraire, il lui accorde de nouveaux titres et de nouvelles responsabilités. C'est à ce moment qu'Octavien reçoit le titre d'Auguste. Il adopte également un autre titre très important, princeps. Ce mot signifie littéralement « premier citoyen ». Ce choix est extrêmement stratégique. Auguste ne se représente pas comme un roi, il affirme simplement être le premier parmi les citoyens romains. Officiellement, les institutions républicaines continuent d'exister, le Sénat se réunit toujours, les magistratures continuent d'être élues. Mais en réalité, Auguste concentre progressivement l'essentiel du pouvoir. Il contrôle les armées, il supervise les finances et il possède une autorité politique immense. Ce système politique est aujourd'hui appelé le Principat. C'est une monarchie, mais une monarchie qui prétend ne pas en être une. Pendant plus de 40 ans, Auguste gouverne l'Empire romain avec une grande habileté. Son règne est relativement stable et marque le début d'une période de prospérité connue sous le nom de Pax Romana. Mais malgré cette stabilité apparente, le système politique qu'il a créé contient une faiblesse majeure. Il n'existe aucune règle claire pour la succession impériale, et cette absence de règle va rendre la position d'empereur extrêmement dangereuse pour ceux qui lui succéderont. Car une fois Auguste mort, la question devient inévitable. Qui doit gouverner Rome? Et surtout, comment empêcher les complots et les rivalités pour accéder au pouvoir suprême? Un job impérial et infernal. Lorsqu'on imagine la vie d'un empereur romain, on pense souvent à une existence faite de luxe, de banquets et de plaisirs. Dans l'imaginaire collectif, l'empereur est en effet entouré de richesses, de serviteurs et de divertissements, vivant dans un palais somptueux, tout en exerçant un pouvoir absolu sur l'ensemble de l'empire. Mais la réalité du pouvoir impérial est bien différente, car l'empereur romain n'est pas seulement un dirigeant symbolique. Il était au centre de presque toutes les décisions importantes de l'État. En pratique, cela signifiait qu'il devait gérer un nombre immense de responsabilités chaque jour. Tout d'abord, l'empereur était le chef suprême de l'armée romaine. L'armée était l'institution la plus importante de l'Empire. Elle protégeait les frontières, maintenait l'ordre dans les provinces et permettait l'expansion territoriale. Les empereurs devaient donc prendre des décisions militaires majeures, nommer les généraux, organiser les campagnes et superviser la défense des frontières. Certains empereurs passaient même une grande partie de leur règne en campagne militaire. Par exemple, Trajan dirige personnellement les guerres contre les Daces au début du IIe siècle, tandis que Marc Aurèle passe de nombreuses années à combattre les tribus germaniques le long du Danube. Mais les responsabilités militaires n'étaient qu'une partie du travail impérial. L'empereur devait également gérer l'administration d'un immense territoire. L'Empire romain était composé de dizaines de provinces réparties sur 3 continents. Chaque province était gouvernée par des magistrats ou des gouverneurs qui rendaient des comptes à l'empereur. Cela signifiait que l'empereur devait recevoir constamment des rapports venant de toutes les régions de l'Empire. Questions fiscales, problèmes administratifs, conflits locaux ou bien révoltes. Toutes ces situations pouvaient nécessiter une décision impériale, mais l'une des fonctions les plus importantes et aussi les plus chronophages de l'empereur était d'agir comme juge suprême de l'Empire. En effet, dans le système juridique romain, les citoyens pouvaient faire appel directement à l'empereur pour résoudre certaines affaires. Ce droit d'appel renforçait l'idée politique selon laquelle l'empereur n'était pas un tyran éloigné du peuple, mais au contraire le garant de la justice dans tout l'Empire. Concrètement, cela signifiait que l'empereur devait entendre un grand nombre d'affaires judiciaires. Certaines concernaient des questions très importantes, des conflits entre provinces, des affaires impliquant des gouverneurs ou bien des accusations de corruption au sein de l'administration. Mais d'autres affaires étaient beaucoup plus ordinaires, comme par exemple des disputes entre voisins, des conflits de propriété ou bien encore des querelles familiales. Pour les citoyens concernés, ces affaires étaient évidemment cruciales, mais pour l'empereur, elles pouvaient être particulièrement répétitives et fastidieuses. Les sources antiques montrent que certains empereurs passaient une grande partie de leur temps à examiner ces dossiers juridiques, car chaque décision rendue par l'empereur pouvait servir de précédent pour les tribunaux de tout l'Empire. Autrement dit, l'empereur jouait un rôle comparable à celui d'une cour suprême.
Mais les responsabilités de l'empereur ne s'arrêtaient pas là. Il devait également faire face aux crises. Les famines, par exemple, représentaient une menace constante pour la ville de Rome. La capitale comptait plus d'1 million d'habitants et dépendait largement des importations de blé provenant d'Afrique du Nord et d'Égypte. Si l'approvisionnement en grains était perturbé, la population pouvait rapidement se révolter. L'empereur devait donc s'assurer que l'approvisionnement alimentaire restait stable. Il devait également gérer les catastrophes naturelles, incendies, tremblements de terre ou bien encore épidémies. Dans la mentalité romaine, même si l'empereur ne contrôlait évidemment pas ces événements, il restait responsable de la manière dont l'État y répondait. Par exemple, après un grand tremblement de terre qui détruisit plusieurs villes en Asie mineure, l'empereur Tibère envoya d'importantes sommes d'argent pour financer leur reconstruction. De même, après le grand incendie de Rome en 64, l'empereur Néron mit en place des mesures d'aide pour les habitants qui avaient perdu leur maison. Il ouvrit des bâtiments publics pour accueillir les sinistrés, fit venir du grain depuis d'autres régions et imposa des règles de construction destinées à limiter les risques d'incendie. Ces exemples montrent que le rôle d'empereur était beaucoup plus complexe que l'image simplifiée que l'on en a souvent. En pratique, l'empereur devait agir à la fois comme chef militaire, chef du gouvernement, administrateur des finances et juge suprême. Autrement dit, il cumulait des fonctions qui, dans un État moderne, seraient réparties entre plusieurs institutions. Cette concentration de responsabilités rendait la fonction impériale extrêmement exigeante. Mais le travail n'était pas le seul problème, car plus un empereur possédait de pouvoir, plus il attirait également les rivalités politiques. Et dans l'Empire romain, ces rivalités pouvaient rapidement devenir mortelles. C'est ce qui explique pourquoi la vie politique romaine était dominée par les complots, les accusations et les procès pour trahison. Et certains de ces procès pouvaient devenir particulièrement absurdes. Complots et procès absurdes. Dans l'Empire romain, la vie politique était dominée par une suspicion permanente. Plus un individu possédait de pouvoir, plus il risquait d'être accusé de complot contre l'empereur. Et parmi les accusations les plus graves se trouvait celle de trahison, appelée en latin maiestas. À l'origine, ce crime concernait les actes qui menaçaient directement la sécurité de l'État romain. Mais sous l'Empire, la définition de la trahison devient beaucoup plus large et parfois très vague. Des paroles imprudentes, une plaisanterie mal interprétée, une rumeur, tout cela pouvait parfois suffire pour déclencher une accusation. Et ces accusations pouvaient être extrêmement dangereuses, car si une personne était condamnée pour trahison, ses biens étaient généralement confisqués par l'État. Et souvent, ceux qui avaient porté l'accusation recevaient une partie de ses richesses. Ce système créait une situation très particulière. Il encourageait en effet certains individus à dénoncer les autres. Ces accusateurs étaient appelés délateurs. Officiellement, leur rôle consistait à protéger l'État en révélant les complots. Mais dans la pratique, beaucoup d'entre eux utilisaient ce système pour s'enrichir. Ils cherchaient des rumeurs, interprétaient des propos de manière malveillante et tentaient de convaincre les autorités qu'un citoyen préparait une conspiration. Le résultat était un climat politique extrêmement tendu. Les élites romaines vivaient dans la crainte permanente d'être accusées et certains procès deviennent particulièrement célèbres pour leur caractère presque absurde. L'un des exemples les plus connus se déroule sous le règne de l'empereur Tibère, au début du 1er siècle. Il concerne un aristocrate nommé Marcus Scribonius Libo Drusus, généralement appelé simplement Libo. Libo appartient à une famille prestigieuse et possède des liens avec la famille impériale. Pour certains sénateurs, cela suffit à le rendre suspect, car dans l'Empire romain, la question de la succession impériale reste floue. Il n'existe en effet aucune règle claire pour déterminer qui doit devenir empereur, et toute personne possédant un certain prestige peut potentiellement être perçue comme un rival. Et c'est dans ce contexte que Libo est accusé de complot. L'accusation repose sur des éléments pour le moins étonnants. Selon ses ennemis, Libo aurait consulté un devin, et ce afin de connaître son avenir. Dans l'Antiquité, consulter un astrologue ou un devin n'est pas inhabituel, mais les accusateurs affirment qu'il aurait posé une question très particulière. Libo aurait en effet demandé s'il deviendrait un jour assez riche pour paver les rues avec de l'or. Pour certains sénateurs, cette phrase constitue une preuve. Selon eux, elle signifie que Libo espère devenir empereur et donc renverser Tibère.
l'affaire prend rapidement une dimension politique. Libo est convoqué devant le Sénat pour répondre aux accusations. Les preuves sont faibles, mais la pression politique est immense. Les sénateurs débattent longuement du cas, certains témoignages sont recueillis et à un moment donné, Tibère propose même une solution assez étrange pour vérifier certaines accusations. La loi romaine interdit d'utiliser les témoignages obtenus sous la torture contre les esclaves d'un accusé. Mais Tibère trouve un moyen de contourner ce problème. Il fait vendre les esclaves de Libo à un autre propriétaire. Une fois vendus, ils peuvent être interrogés légalement. Face à cette situation et à la perspective d'un verdict probablement défavorable, Libo prend une décision désespérée. Il se suicide avant la fin du procès. L'affaire ne s'arrête pourtant pas là. Après sa mort, le Sénat condamne officiellement sa mémoire. Et comme le veut la pratique de l'époque, ses biens sont confisqués. Une partie de ses richesses est ensuite distribuée aux accusateurs, ce qui récompense directement ceux qui ont porté plainte contre lui. Ce système encourage évidemment les dénonciations. Plus les accusations sont nombreuses, plus il devient possible de s'enrichir. Et c'est ainsi qu'un réseau de délateurs se développe progressivement dans la société romaine. Ces hommes passent leur temps à surveiller les conversations, interpréter les propos et rechercher des preuves de trahison. Parfois, une simple plaisanterie lors d'un dîner pouvait être utilisée comme preuve de complot. Dans un tel climat, les élites romaines vivent dans une atmosphère de méfiance permanente. Les rivalités politiques deviennent extrêmement dangereuses et pour les empereurs eux-mêmes, cette situation est loin d'être rassurante. Car si les accusations de complot se multiplient, cela signifie aussi qu'un grand nombre de personnes peuvent vouloir accéder au pouvoir suprême. Et dans un système où la succession n'est pas clairement définie, cela ouvre la porte à des intrigues politiques particulièrement violentes. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les empereurs romains vivent dans une paranoïa constante, car dans l'Empire romain, le pouvoir attire toujours les ambitions, et lorsqu'il n'existe aucune règle claire pour la transmettre, les rivalités peuvent rapidement se transformer en conspiration et parfois en assassinat. Mourir de mort violente. Si l'on observe l'histoire de l'Empire romain, un fait frappe immédiatement les historiens. Le pouvoir impérial était extrêmement dangereux. Les études modernes montrent, comme on l'a dit, qu'environ 62% des empereurs romains sont morts de manière violente. Certains ont été assassinés, d'autres ont été exécutés après une révolte militaire, voire même contraints de se suicider pour éviter une humiliation publique. Ces chiffres montrent que devenir empereur romain revenait souvent à accepter une vie entourée de menaces permanentes. Mais pourquoi cette fonction était-elle aussi dangereuse ? Comme on l'a dit, la première raison tient à un problème structurel, l'absence de règles claires pour la succession impériale. Contrairement à certaines monarchies européennes plus tardives, l'Empire romain ne possède pas de système strict de transmission du pouvoir. Parfois, le pouvoir passe de père en fils, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains empereurs adoptent un héritier, d'autres désignent un successeur parmi leurs proches, et dans certains cas, un général prend simplement le pouvoir par la force. Cette ambiguïté crée une situation politique extrêmement instable, car si aucune règle ne détermine clairement qui doit devenir empereur, alors plusieurs personnes peuvent prétendre au pouvoir. Les membres de la famille impériale, les généraux, les sénateurs influents et même certains gouverneurs provinciaux. Dans ce contexte, les complots deviennent presque inévitables. Chaque empereur sait qu'il existe probablement des rivaux potentiels, et ces rivaux savent également que la seule manière d'obtenir le pouvoir peut être d'éliminer l'empereur. Cette situation alimente un climat de paranoïa permanente. Certains empereurs deviennent extrêmement méfiants, ils se retirent de la vie publique, ils limitent leurs déplacements et ils se protègent même avec des gardes du corps et des goûteurs chargés de tester leur nourriture afin de détecter d'éventuels poisons. Mais malgré toutes ces précautions, les assassinats restent fréquents, car les conspirateurs cherchent souvent le moment le plus inattendu pour agir. Un exemple particulièrement frappant concerne l'empereur Caracalla au début du IIIe siècle. Caracalla est un dirigeant brutal. Quelques années plus tôt, il a assassiné son propre frère Geta dans le palais impérial, puis il a fait exécuter de nombreux partisans de son frère. Ce climat de violence crée de nombreux ennemis. Parmi eux se trouve un homme très puissant,
Macrin, le préfet du prétoire, c'est-à-dire le commandant de la garde impériale. Macrin apprend un jour une rumeur inquiétante. Selon une prophétie, il serait destiné à devenir empereur. Mais dans l'Empire romain, une telle rumeur peut être extrêmement dangereuse, car si l'empereur entend parler de cette prophétie, il pourrait décider de faire exécuter Macrin pour éliminer un rival potentiel. Macrin comprend alors qu'il doit agir rapidement. Il organise un complot et il recrute un soldat nommé Martialis pour exécuter l'empereur. En 207 après Jésus-Christ, Caracalla se trouve en campagne militaire au Proche-Orient. Un jour, alors qu'il voyage avec son escorte, il demande que l'on fasse une pause. Il descend du cheval pour s'éloigner de la route. À ce moment précis, l'empereur se retrouve momentanément isolé. Martialis s'approche et le poignarde. Caracalla meurt presque immédiatement. Le soldat est rapidement tué par les gardes, mais le complot a réussi. Peu de temps après, Macrin devient empereur. Cet assassinat illustre parfaitement la fragilité du pouvoir impérial. Même l'homme le plus puissant du monde romain pouvait mourir en quelques secondes, dans les circonstances les plus banales. Mais les complots contre les empereurs ne viennent pas seulement de leurs rivaux politiques. Parfois, le danger provient d'un groupe encore plus proche, le groupe chargé de protéger l'empereur lui-même, en l'occurrence la garde prétorienne. Et au fil du temps, ces soldats vont devenir l'une des forces politiques les plus puissantes de l'Empire romain. Les vrais maîtres de Rome. Parmi toutes les menaces qui pesaient sur les empereurs romains, aucune n'était aussi dangereuse que la garde prétorienne. Ironiquement, ces soldats étaient censés être les protecteurs personnels de l'empereur. À l'origine, les prétoriens apparaissent à la fin de la République. Les généraux romains disposent souvent d'unités d'élite chargées de protéger leur quartier général, appelé Praetorium. C'est justement de là que vient leur nom. Mais c'est l'empereur Auguste qui transforme cette garde en une institution permanente. Il crée en effet une unité d'élite chargée d'assurer la sécurité du princeps. Sur le papier, il s'agit simplement de gardes du corps impériaux. Dans la réalité, leur position leur donne un pouvoir immense. Contrairement aux légions qui sont stationnées aux frontières de l'Empire, les prétoriens sont basés à Rome même. Et surtout, ils constituent la seule force militaire importante autorisée dans la capitale. Rome ne possède pas de véritable police. Il existe bien des vigiles et des gardes urbains, mais aucune force comparable à une armée. Les prétoriens deviennent donc les soldats les plus puissants de la ville. Ils sont généralement entre 5000 et 7000 hommes. Ils sont mieux payés que les légionnaires et leur service est plus court. Alors qu'un soldat ordinaire sert environ 16 ans, les prétoriens, eux, n'en servent que 12. Et surtout, ils reçoivent régulièrement des donativa, c'est-à-dire des primes offertes par les empereurs pour acheter leur loyauté. Ces primes peuvent représenter des sommes considérables. En comptant ces bonus, un prétorien peut gagner jusqu'à 6 fois plus qu'un soldat ordinaire. Mais cette position privilégiée donne aussi aux prétoriens un pouvoir politique considérable, car ils sont les seuls soldats armés dans la capitale. Et ils ont surtout un accès direct à l'empereur. Peu à peu, ils comprennent qu'ils peuvent influencer la politique impériale et parfois même décider qui doit devenir empereur. Un épisode célèbre illustre parfaitement ce pouvoir. En 192 après Jésus-Christ, l'empereur Commode est assassiné. Après sa mort, un sénateur nommé Pertinax devient empereur. Mais Pertinax commet une erreur. Il tente de réformer la garde prétorienne et de limiter ses privilèges. Les prétoriens n'apprécient pas vraiment. Après seulement 87 jours de règne, ils se révoltent. Ils envahissent le palais impérial et tuent Pertinax. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus incroyable. Les prétoriens décident littéralement de vendre l'Empire romain aux enchères. Ils annoncent en effet que le trône sera donné à celui qui paiera la plus grande somme. Un riche sénateur nommé Didius Iulianus remporte l'enchère. Les prétoriens le conduisent ensuite au Sénat et obligent les sénateurs à le reconnaître comme empereur. Cet épisode montre à quel point la fonction impériale pouvait être fragile, car même après avoir atteint le sommet du pouvoir, un empereur restait dépendant du soutien des soldats chargés de le protéger. Et si ces soldats décidaient de changer d'avis, le règne pouvait se terminer très rapidement. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote. Malgré tous ces dangers, de nombreux Romains
continuait de vouloir devenir empereur. Le pouvoir impérial offrait en effet gloire, richesse et prestige immense, mais aussi autorité sur un empire gigantesque. Pour d'autres, à l'inverse, le trône impérial ressemblait davantage à une condamnation qu'à une récompense. C'est d'ailleurs Dioclétien qui va résumer cette situation d'une manière assez surprenante. Au début du IVe siècle, l'empereur prend en effet une décision unique dans l'histoire romaine. Après plus de 20 ans de règne, il abdique volontairement. Il se retire en effet dans un palais sur la côte de l'Adriatique et passe le reste de sa vie à cultiver son jardin. Quelques années plus tard, lorsque l'Empire traverse une nouvelle crise politique, certains dirigeants lui demandent de revenir au pouvoir. Sa réponse est restée célèbre. Il écrit que s'il pouvait voir les choux qu'il a plantés de ses propres mains, il ne lui demanderait jamais de revenir gouverner. Pour Dioclétien, la tranquillité d'un potager valait bien plus que le trône le plus puissant du monde antique. Et lorsque l'on regarde l'histoire des empereurs romains, on comprend facilement pourquoi.